Non, mais comme Michel nous a fait une vidéo de 4 minutes, je vais gratter du temps. Et Jacques Percebois, je crois, est en ligne, je l'espère. Je vois qu'il n'est pas inscrit ici. Donc j'ai le plaisir d'animer une double réunion mix énergétique et neutralité carbone en deux temps. D'abord sur l'électrification de l'économie et production d'énergie renouvelable, les raisons d'espérer et les limites, avec Michel Dardevec, que vous connaissez tous ici, et qui préside aujourd'hui Confrontation Europe, qui nous a enregistré une vidéo, et Jacques Percebois, dont j'espère... Non, il n'est pas en ligne, Jacques. J'enlève le masque. Merci. Ah, mais pas formidable. Et Jacques Percebois, qui est à nos côtés. Je me réjouis d'abord qu'on parle de mix énergétique. Moi, j'ai toujours, avec le Club des voitures écologiques, considéré qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il faut du mix énergétique et que ça a été largement dit ce matin, l'innovation, la réflexion, les besoins individuels des collectivités locales où chacun d'entre nous ne peuvent pas avoir des réponses énergétiques identiques. Et aujourd'hui, aborder le sujet à l'aune aussi de la neutralité carbone, sujet dont on parlait peu il y a 5 ans, encore aussi il y a 10 ans, pas du tout, qui s'est invité dans les débats très très fortement, sur lequel nous allons porter d'ailleurs une alliance neutralité carbone, dont je vois ce matin qu'on sent bien sûr les sujets entre l'évitement, la réduction et puis la compensation, avec le débat toujours sur la compensation. Mais j'ai découvert l'autre jour que sur la neutralité carbone et la mixité énergétique, on peut compenser aujourd'hui avec des certificats carbone lorsqu'on ferme une centrale à charbon au bout du monde et qu'on propose un champ éolien. Il y a des certificats peu coûteux, mais qui viennent compenser, et en effet un évitement d'ouvrir une centrale à charbon pour faire des éoliennes à la... Donc il y a un lien très très fort entre mixité énergétique et neutralité carbone. On va écouter le message que voulait nous passer aujourd'hui à Michel. Donc on va lancer immédiatement ce message avant d'écouter Jacques Percebois. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire mon regret de ne pas être avec vous à La Rochelle pour ces 10e journées de 5T et pour saluer ces 10 ans de 5T et le formidable travail accompli cette décennie sous les auspices et grâce à l'enthousiasme permanent de Myriam Maestroni et de toute son équipe. E5T, c'est une équipe de pionniers, c'est une équipe de défricheurs qui ont réussi à conjuguer avec talent les enjeux énergétiques avec les données économiques, mais aussi parmi les premiers avec l'évocation de l'efficacité énergétique, du rôle des territoires. Pour moi, E5T, c'est aussi une ambiance faite d'écoute, d'échange, de tolérance, où l'invective n'a jamais trouvé sa place, ce qui, entre nous, est une caractéristique assez rare dans un secteur où souvent la polémique stérile et le parti pris systématique font office de viatique. Pour revenir au sujet de la table ronde que mes amis Jacques Percebois et Marc Tessier-Dorfeuille vont animer dans quelques instants, quelques remarques liminaires. Première remarque, c'est qu'il y a en 10 ans eu un décalage de plus en plus important entre le discours, les constats scientifiques, les engagements internationaux et puis la réalité industrielle, la réalité économique. Aujourd'hui, en 2021, les 3 principales sources d'énergie utilisées dans le monde restent à 85% le charbon, le pétrole et le gaz, donc les énergies fossiles. Et la Chine, ces derniers jours, a même relancé sa production au charbon avec une part dans l'économie chinoise de 56% de charbon dans l'énergie consommée. Schizophrénie du pouvoir chinois, cynisme, l'histoire jurera en tout cas un contexte qui est assez négatif et peu enthousiasmant en quelques semaines de la COP26. Deuxième remarque, et en reprenant un petit peu les analyses que l'Agence internationale de l'énergie a rendues publiques il y a quelques semaines là aussi, si on veut qu'en 2050, les ressources fossiles ne fournissent qu'un cinquième de l'électricité utilisée dans le monde, il faudra booster la part des renouvelables, il faudra multiplier par 8 la production renouvelable pour atteindre 90% du mix électrique. Vous voyez, c'est un changement complet de braquet. Et en même temps, nous dit l'AIE, il faudra, là où il existe, maintenir, sauvegarder les 10%, 10-11% de production nucléaire si on veut arriver à une énergie, une électricité totalement décarbonée. Alors, si on revient en France, ça veut dire qu'il faut sans doute continuer l'effort en faveur des renouvelables. Vous savez que par rapport aux objectifs des 3 x 20, nous ne sommes qu'à 19% alors que les 20% de production renouvelable étaient inscrits dans le marbre européen. Et en même temps, côté nucléaire, il faut regarder sans doute les solutions de demain, les SMR, tout ce qui peut représenter l'avenir et permettre de conserver cette partie, certes minimale, mais importante pour avoir une électricité décarbonée.
Dernière considération, c'est sous l'angle économique. Si on veut réconcilier notre planète avec les changements climatiques à l'œuvre, il faut d'urgence adopter, en Europe et dans le monde, une tarification du carbone, un prix minimal, cher à Christian Pertuis, qu'il a évoqué, y compris à U5T souvent ces dernières années, mais il faut insister sur ce point central de bascule économique. Voilà les quelques mots que je tenais à vous dire. Alors, pour peut-être paraphraser la chanson, nous avons connu en 10 ans à U5T des marées hautes et des marées basses, nous avons rencontré des tempêtes et des bourrasques, mais rendez-vous dans 10 ans, en 2031, pour espérer ensemble un monde réellement nouveau. À bientôt et bonne université d'été 2021. Merci Michel pour ces propos très lucides, très rapides, mais où il dit en effet que sur la neutralité carbone, il faudra trouver un prix un jour très clair dans sa conclusion, que la nécessité d'aller 8 fois plus vite pour atteindre les objectifs de 2050 est une évidence, et l'importance qu'il a rappelé, je n'ai pas suffisamment insisté dessus, de la qualité de ce que vous avez créé depuis 10 ans. Et ce qu'il a dit était la preuve de ce qu'on a écouté il y a à peine 5 minutes avant que je démarre, une ambiance, une écoute, des échanges et de la tolérance, parce que vous avez osé cette année mettre de poids lourd des sujets énergétiques autour de la table, et des gens qui peuvent se parler tout simplement devant nous, parce que chacun doit exprimer son opinion. Et on voit en effet, puis j'ai écouté dans les conclusions de Corinne, que le but n'est pas de se dire on va tout fermer. La vraie question qui va se poser, c'est lesquels on prolonge et pour combien de temps. Et je pense en effet qu'avec le débat du CO2 dans la mixité énergétique, le nucléaire est presque devenu banal. On sent que l'éolien, et je crois que notre ami de chez EDF tout à l'heure va nous dire qu'il y a quand même des difficultés d'acceptabilité. L'acceptabilité du nucléaire est presque plus forte aujourd'hui que l'éolien, puisqu'on n'ouvre pas. On n'ouvre plus. Le jour où on ouvrira, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. Je vais maintenant demander à Jacques Percebois de s'exprimer. Vous êtes professeur émérite à l'université de Montpellier, économiste de l'énergie. Quel est votre point de vue justement sur ces objectifs qui ne sont pas atteints ? Pour 2020, on est en retard de 4 points par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Notre capacité à bouger industriellement pour, en effet, demain, avoir une ligne et des objectifs à tenir. Merci, vous avez la parole. Merci d'être parmi nous. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Je vais partager mon écran parce que j'ai quelques slides. Donc, je partage l'écran. Le voilà. Alors, en fait, je remercie d'abord Myriam pour son invitation. Je vais parler un peu des questions liées au débat sur le mix électrique du futur. Alors, ça a été rappelé, il y a un consensus sur un certain nombre de choses, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, le développement des renouvelables, le développement aussi des usages électriques, car même ceux qui pensent qu'on peut réduire la consommation d'énergie finale savent que la part de l'électricité va augmenter du fait notamment de deux types d'usages nouveaux, le numérique et surtout la mobilité électrique. Alors il y a en revanche en Europe en effet des divergences très fortes sur la place du gaz et la place du nucléaire. Certains considèrent que le gaz c'est le complément naturel des renouvelables, d'autres considèrent qu'il faut maintenir l'option nucléaire, ne serait-ce parce que le nucléaire est aussi un backup à certains moments des renouvelables. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la raison pour laquelle la demande d'électricité va augmenter, c'est plusieurs choses. Alors, il y a des facteurs qui jouent à la baisse, des facteurs qui jouent à la hausse. Le taux de croissance économique va plutôt tendre à faire augmenter la demande d'électricité. Par contre, c'est surtout l'électrification des usages électriques qui est la cause de l'augmentation attendue. On peut faire en revanche beaucoup d'efficacité énergétique, y compris dans le domaine de l'électricité. Et donc, si vous voulez, il y a des éléments qui jouent dans un sens et d'autres qui jouent dans l'autre sens. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut rappeler quand même que l'équilibrage du réseau nécessite d'avoir un minimum de centrales pilotables. Centrales pilotables, ce sont, pour simplifier, des centrales qui répondent à la demande en temps réel, à la différence de centrales qui ne sont pas pilotables, c'est-à-dire que cette fois, c'est la demande qui doit s'adapter à l'offre. Alors, quand on regarde les deux critères importants, les centrales décarbonées, les centrales pilotables, le thermique classique, c'est-à-dire à la fois le charbon, le gaz et éventuellement le fioul, sont non décarbonées, elles sont carbonées, mais elles sont pilotables. L'hydraulique de barrage et le nucléaire sont à la fois décarbonés et pilotables.
stockage important. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont, on le voit ici d'ailleurs, c'est le facteur de charge du nucléaire et des renouvelables, c'est-à-dire essentiellement du solaire et de l'éolien, le solaire en bas en jaune, l'éolien en vert au milieu et le nucléaire en bleu en haut. On voit que le facteur de charge du nucléaire baisse en été, ça tient aussi au fait que les réparations, l'entretien des centrales se fait en été, mais c'est aussi que ça montre bien la flexibilité du nucléaire qui s'adapte à l'injection à la fois du solaire et de l'éolien. L'éolien, c'est plus compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup d'éoliens disponibles dans l'intersaison. C'est pas nécessairement, je dirais, en été. Donc on voit bien la complémentarité entre les deux. Slide suivante. Alors, à mon avis, les deux, slide suivante, s'il vous plaît. Les deux grandes questions qui se posent au mix électrique aujourd'hui sont les suivantes. Et ça me paraît le point essentiel. C'est il va falloir de plus en plus de flexibilité pour le secteur électrique. Et si on regarde ce qui se passe en France, avec les hypothèses de la PPE, les projets qui sont programmés, on s'aperçoit qu'on va être confronté à l'horizon 2030 à deux problèmes. Le premier, c'est un risque de manque de capacité en pointe. Si on arrête 12 réacteurs, en plus les deux qui ont déjà été arrêtés, puisque la PPE prévoit d'arrêter 14 réacteurs nucléaires. Si on arrête toutes les centrales au charbon, je signale que l'ordonnée, on prolonge pour l'instant. Et si on ne fait rien d'autre, on va se retrouver, y compris avec le programme nucléaire qui est envisagé, on va se retrouver à un manque de capacité à l'horizon 2030 à certaines heures. Alors je m'appuie pour cela notamment sur une étude de France Stratégie qui est parue en janvier 2021 et qui montre qu'avec certaines hypothèses sur la demande d'électricité aux heures de pointe, on risque en effet d'avoir un manque. Le problème complémentaire, c'est l'autre problème, c'est celui d'un excès de capacité aux heures creuses. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut l'exporter? Oui, mais si tout le monde a trop d'électricité, tout le monde ne peut pas être exportateur en même temps. Donc il faut trouver des solutions. Les solutions, c'est évidemment le stockage. Alors la solution, c'est on pense au stockage à grande échelle. Les batteries sont un élément, mais pas à grande échelle, pas sur le moyen terme. Donc on pense évidemment à l'hydrogène, et c'est ça la solution que certains envisagent. Slide suivant. Alors je ne sais pas si on voit bien le graphique. Si on ne fait pas ce stockage, on risque d'être confronté au problème que l'on a observé il y a quelques jours, le dimanche 8 août, c'est-à-dire un prix négatif à certaines heures et très positif à d'autres heures. Le 8 août, c'est intéressant, c'est un dimanche. À 14 heures, le prix était à moins 63 € le mégawattheure. À 20 heures, il était à plus 68. Et dans l'espace de 6 heures, eh bien, on a eu un différentiel de 130 € par mégawattheure. C'est-à-dire que de plus en plus, on a une très très forte volatilité des prix sur le marché gros et je dirais de plus en plus souvent des prix négatifs. Slide suivante. Et c'est ce qui s'est passé, on le voit bien pour l'Allemagne, car le même jour, le 8 août, donc le dimanche 8 août, l'Allemagne qui avait trop d'électricité renouvelable, eh bien, a été obligée de se débarrasser de cette électricité, y compris à cause des prix négatifs, vers tous les autres pays limitrophes de l'Union européenne. Et on voit bien l'Allemagne, enfin, y compris même en Suisse, l'Allemagne a en quelque sorte évacué son trop-plein d'électricité en exportant vers les autres pays. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas exporter en même temps, tout le monde ne peut pas importer en même temps. Donc c'est ça la difficulté, c'est la raison pour laquelle il faut une vision, je dirais, globale à l'échelle européenne. Slide suivante. Donc les outils de la flexibilité, bien sûr, c'est de réfléchir au backup nucléaire ou gaz, mais quel est le bon backup. On peut bien sûr jouer sur l'effacement par une tarification dynamique, c'est-à-dire une tarification en temps réel, c'est-à-dire envoyer un signal prix en temps réel. On peut envisager le stockage, soit sous forme de batterie, soit sous forme d'hydrogène, bien sûr jouer sur les exportations, et puis de plus en plus, à certaines heures, on risque d'aller vers un délestage, au moins un délestage programmé. Après tout, certains disent l'électricité peut devenir un bien comme un autre et on peut accepter que certains clients acceptent d'être délestés à certaines heures. Après tout, est-ce qu'il faut garantir une électricité, je dirais, permanente pour tous les clients? C'est une question qui va être posée. Slide suivante. Alors la solution, c'est l'hydrogène, mais je m'appuie là sur un document récent de l'Office parlementaire, qui est paru cette année, en 2021, qui montre que, bien sûr, l'hydrogène vert à partir des renouvelables est encore très douteux. Il y a des progrès importants à faire. On peut aussi penser à l'hydrogène, ça c'est l'hydrogène vert. On peut aussi penser à l'hydrogène bleu, c'est-à-dire décarboner le gaz. Certains d'ailleurs pensent qu'un élément de solution pourrait être en effet d'utiliser, de décarboner le gaz naturel pour faire de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, il va y avoir des débats sur la place
avancer et aller au-delà de l'hydrogène gris et l'hydrogène qu'on connaît à l'heure actuelle. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on a quand même un atout dans toute cette affaire, c'est le numérique. Parce que le numérique, et on le connaît déjà, parce que le numérique permet par exemple de gérer le fonctionnement de certaines centrales, hein, en faisant de l'expérimentation avec des modèles, hein, en quelque sorte, qu'on appelle un jumeau numérique. Mais le numérique permet justement de mettre en place une tarification dynamique, qui permet aussi de valoriser les façons diffus en créant ce qu'on appelle des centrales virtuelles. Le numérique permet de mieux gérer le stockage des stockages, de mieux gérer l'injection des renouvelables, mais ça suppose qu'on développe fortement ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire qu'avec les ordinateurs actuels, on ne peut pas gérer autant d'informations. Donc il y a des espoirs qui sont mis aujourd'hui dans de nouvelles technologies, ce qu'on appelle notamment les ordinateurs quantiques. Et ce numérique, il permet aussi d'améliorer l'interface entre réseau d'électricité et réseau de gaz, parce que c'est important, dans certains moments, c'est la complémentarité électricité-gaz va se révéler à la fois dans la gestion des excédents et dans le backup quand il y a insuffisance d'électricité. Slide suivant. La conclusion, c'est qu'il existe un minimum, pour moi, un minimum de capacité de production pilotable à respecter, ne serait-ce que pour l'équilibrage de la fréquence du réseau, que dans la tarification au niveau des coûts moyens ou des coûts marginaux, il faut prendre en compte les coûts système, c'est-à-dire tenir compte des externalités négatives comme l'intermittence, mais aussi des services système. Hein, les énergies pilotables rendent des services au système. Et la France, grâce à son nucléaire notamment, permet d'équilibrer souvent le réseau européen. Le nucléaire français contribue beaucoup à l'équilibrage du réseau et au maintien de la fréquence sur le réseau européen interconnecté. Bien sûr, il faut renforcer les réseaux, et notamment les réseaux de distribution pour améliorer les renouvelables. Il faut s'interroger sur la signification d'un marché de gros. Je l'ai montré tout à l'heure. Le marché de gros aujourd'hui, quelle est sa signification lorsqu'on a de plus en plus des prix négatifs, une volatilité qui est absolument excessive. Sachant d'ailleurs qu'il faut être réaliste. Quand vous regardez le prix de l'électricité que paye le consommateur final, le marché ne fixe qu'un quart de ce prix, puisqu'une grande partie du prix de l'électricité est en fait un élément qui est carbonné, qui est régulé. C'est-à-dire que c'est à la fois le cas des réseaux, c'est le cas des taxes, et donc c'est le cas du nucléaire régulé, c'est le cas des feed-in tarifs pour les renouvelables. Donc finalement, la partie régulée est relativement importante. Donc le marché ne fixe qu'au mieux 25% du prix payé par consommateur final. Et donc aujourd'hui, la grande question pour l'État, c'est de relancer les investissements, et à mon avis, de relancer les investissements en parallèle dans les renouvelables, mais aussi d'adapter le nucléaire, et donc relancer les investissements dans le nucléaire, et notamment réfléchir à la place de l'EPR, éventuellement l'EPR 2, ou des SMR, puisque la question a été évoquée. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans les small modular reactors. Je vous remercie. Merci Jacques Percebois sous vos applaudissements. Merci infiniment. D'ailleurs, moi, je découvre le sujet. J'en avais un peu entendu parler des SMR. Je sens qu'il y a une forme d'acceptabilité peut-être plus forte que le PR. Et merci d'avoir pris toutes ces illustrations. J'ai noté quand même deux sujets. Un nouveau débat qui apparaît, c'est moins jusqu'à présent, le pilotable et le non pilotable. Et la complémentarité, bien évidemment, du nucléaire, du gaz et, vous en parlerez tout à l'heure, de l'hydrogène, pour en effet compenser cette intermittence des énergies renouvelables, en tout cas de certaines d'entre elles, pour trouver la solution. Et puis cette illustration du 8 août 2021 sur les prix négatifs entre le matin et l'après-midi nous rappelle qu'on est dans un monde aussi économique et que, bien évidemment, il y a des données économiques à l'arrivée. On va maintenant passer à la deuxième partie. Je pense qu'on est dans les temps, puisque je n'ai pas entendu la musique sur cette première des 20 minutes. Sur l'énergie renouvelable, que peut-on réellement espérer? Et je vais appeler sur scène Catherine Leboul-Proust, directrice de la stratégie de GRDF, Philippe Chadéron, représentant territorial de la Nouvelle-Aquitaine de chez EDF, Alexis Gazo, associé Climate Change and Sustainability de chez EY, et Eric Scotto, président d'Acu Energy. Est-ce qu'ils sont tous là? Venez, asseyez-vous, madame. Mais comme vous allez venir intervenir par ici, je vais, moi, me rapprocher de vous parce que les stand-up, ça veut dire debout. Je vais m'asseoir par là. Je vais prendre ce siège-là. Ouais, trop loin. Voilà. On va laisser le temps de nettoyer le pupitre. Madame Leboul-Proust, vous allez nous parler de gaz et surtout des tendances et des orientations vers le gaz
renouvelable. Est-ce qu'on peut espérer que demain, finalement, en 2050, on n'aura que du gaz renouvelable, et est-ce possible? Et j'ai entendu ce qu'a dit Corinne Lepage, j'applaudis dès demain, parce que j'ai toujours considéré qu'il faudrait un jour arriver à la décentralisation de l'énergie. Je fais le lien avec, en considérant par exemple que dans le sud et dans la région Occitanie, où ici on a beaucoup de soleil, mais en Bretagne on en a un peu moins, mais on a beaucoup d'élevage. Et que peut-être que le jour où on fait des prix de différenciation du rachat de l'énergie entre la Bretagne et l'Occitanie pour encourager le soleil au sud et la méthanisation dans certaines régions où il y a beaucoup plus d'élevage, on arriverait peut-être plus facilement à arriver avec du gaz renouvelable. C'est pourquoi je vous donne la parole. Vous souhaitez parler d'ici ou du pupitre, comme vous voulez. C'est là où vous vous sentez le mieux. Bah écoutez, je me sens très bien ici. Ah ben c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas, on garde le masque. Oui, on enlève le masque et moi je le remets. Ah d'accord, ok, très bien. Okay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaiter d'abord un très bon anniversaire à l'association E5T, à vous remercier l'équipe de son invitation et dynamisme, toujours de début de rentrée qui est très enthousiasmant et salutaire. Effectivement, donc je représente GRDF. À GRDF, on est témoin de ces questions de développement des gaz renouvelables, à la fois parce qu'on croit au braquet qu'il est nécessaire d'insuffler et d'un passage à un 100% gaz renouvelable à terme en 2050. On s'organise en lien avec la filière dans cet esprit-là. On y croit par rapport aux enjeux de décarbonation, aussi pour d'autres enjeux, et notamment sur les aspects de secteur coupling. Donc on investit pour voir comment les réseaux peuvent se transformer de façon à accueillir de plus en plus de gaz renouvelable jusqu'à un 100%, mais aussi de voir quels services de flexibilité et comment renforcer les complémentarités entre les réseaux en France, entre les réseaux électriques et les réseaux gaziers, pour effectivement assurer les services de flexibilité, de stockage des énergies. Alors, de gaz renouvelable, de quoi parle-t-on? On parle de 3 segments. Alors, j'avais des slides, je ne sais pas si on peut les transmettre. Il y a 3 segments en France sur lesquels on investit à la fois pour voir comment adapter les réseaux sur l'intégration d'un 100% gaz renouvelable et aussi pour voir comment développer... Ah, c'est moi qui ai la main. Voilà. Pour voir comment développer les gaz renouvelables. Donc, très rapidement, donc, il y a 3 segments. Le segment du biométhane, qui est un segment aujourd'hui très mature, le segment de la pyrogazéification et le segment de l'hydrogène. Comme j'ai vu, pour ne être sans redondance par rapport au programme et que les thèmes de la pyrogazéification, je pense, et de l'hydrogène seront largement abordés, je vais vous proposer un focus sur le biométhane dont nous sommes témoins aujourd'hui en termes de développement. Alors, que peut-on espérer en termes de promesses sur les gaz renouvelables? En fait, la promesse derrière les gaz renouvelables est une promesse assez large qui a été établie par différentes études, notamment une étude exploratoire de l'ADEME menée en 2018 qui pose et qui a évalué des potentiels à la fois d'intrants, de matières premières et de technologies compatibles avec un 100% gaz renouvelable compatible en 2050. C'est une cible qui a été reprise dans les stratégies nationales bas carbone avec différents scénarios de demande. Donc on est vraiment sur cette promesse d'un 100%. La filière s'inscrit par rapport à ça. Derrière cette promesse quantitative d'une bascule complète du réseau gaz vers un gaz renouvelable à 100%, on a des promesses de création de valeur. Et des promesses de création de valeur, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau des territoires. Et évidemment, la promesse de création de valeur en termes de décarbonation, c'est le premier point que l'on partage depuis le début de cette université, puisque par exemple, le biométhane, on est sur un impact immédiat d'une réduction par 10 des émissions de CO2 par kilowattheure. Mais il n'y a pas que cet impact-là, et je pense que c'est important quand on parle d'ENR aussi d'élargir cette question des externalités et des bénéfices au-delà du carbone, puisqu'on est aussi sur des impacts et des bénéfices positifs en termes de balance commerciale, puisqu'on a estimé que c'est environ 2 milliards d'euros qui pourraient être évités en termes d'import de gaz naturel si on allait vers cette cible et cette ambition de 100% gaz renouvelable. C'est aussi des bénéfices
au niveau local en termes de création d'emplois pour le secteur de l'agriculture, pour les collectivités territoriales. Et les projections que l'on a aujourd'hui au niveau des territoires montrent un potentiel de création de 50 000 emplois à horizon 2030, sachant qu'on est aujourd'hui à une création depuis le développement de la filière simplement du biométhane de 7 300 emplois en 2020, donc relativement considérable. Il y a un travail qui a été fait par la Commission de régulation de l'énergie qui a évalué entre 50 et 70 euros par mégawattheure la création de valeur pour les territoires de ces ENR. Donc, où on en est des promesses et des espoirs. Aujourd'hui, la filière a aussi 10 ans. La filière, alors là, je fais un focus sur le biométhane. Je ne parle pas de l'hydrogène et de la pyrogasification qui seront abordés par ailleurs. La filière a 10 ans puisque la première injection a eu lieu en 2011. Et bien, 10 ans après, les promesses sont là. Vous voyez qu'on est d'année en année, même si la filière reste jeune, sur un doublement des sites de biométhane, avec des potentiels de production et des perspectives de développement qui sont très fortes, puisqu'on est à environ 26,5 TWh par an de capacité maximale d'injection qui sont aujourd'hui réservées, ce qui met la filière vraiment en ligne par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés dans la PPE. Aujourd'hui, on est sur un objectif de 6 TWh en 2023, on devrait être à 12 TWh, et les objectifs de la loi portent à 35-40 TWh en 2030, soit 10% au moins de la consommation de gaz, et on devrait être en 2021 à 26 TWh. C'est en tout cas aujourd'hui la promesse qu'il y a au regard des fils de projet. Donc une promesse assez large, qui va au-delà du carbone en termes d'externalité pour les territoires, une filière qui est aujourd'hui au rendez-vous dans sa dynamique par rapport à ses promesses, mais dont le développement, et c'est le cas aussi des ENR, suscite des questions sur la façon dont on aborde l'énergie. Et c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous en conclusion. Et c'est aussi des points de réflexion que je voulais partager avec vous par rapport à... Bon, ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet, que je suis ces évolutions. Les questions qui se posent sont les questions d'acceptabilité. On sait qu'en France, on est plutôt favorable sur le papier au développement des ENR. L'acceptation au local est beaucoup plus difficile. Il faut effectivement, il y a un intervenant ce matin qui insistait beaucoup sur les enjeux d'information, de pédagogie, d'explication. Et donc, c'est des démarches que l'on encourage, que l'on supporte à GRDF aux côtés des collectivités locales, aux côtés des agriculteurs, aux côtés des industriels, pour faire comprendre. C'est des démarches qu'on soutient aussi en faisant intervenir des ONG, notamment je pense à France Nature, Nature Environnement, qui a produit un métascope, qui est un outil très pédagogique destiné aux porteurs de projets pour les orienter sur les bonnes pratiques à avoir, pour développer des pratiques de concertation, pour engager les citoyens autour des installations. Donc participation et concertation, démarche multi-acteurs sont des éléments qui sont aujourd'hui très importants et qu'il faut développer. Derrière le mot acceptabilité, il y a aussi des engagements de qualité qui sont importants, sur lesquels rendre compte auprès des citoyens et qui sont en train de se structurer, enfin qui existent au niveau de la filière et qui sont en cours de déploiement. Je pense à des labels, Calimeta, des démarches de contrat de progrès et notamment aussi toutes des démarches de formation au niveau de la filière. Deuxième question, au-delà de l'acceptabilité, la question du financement. On s'est rendu compte sur la filière qu'il était intéressant aussi de développer de l'innovation sur le financement, de ne pas attendre notamment des pouvoirs publics, même s'il y a eu un soutien très très fort des pouvoirs publics sur le développement des gaz renouvelables, mais qu'on ne pouvait pas attendre des pouvoirs publics toujours des mêmes financements publics venant de tarifs d'achat publics. Et donc il a fallu innover. Et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec le soutien du gouvernement et qui s'est traduit là récemment par la mise en place de dispositifs extra-budgétaires qui viennent d'être intégrés dans la loi climat résilience. Donc c'est une très bonne nouvelle qui permettra de financer autrement que par le recours au financement public, notamment par des obligations d'achat au niveau des fournisseurs. C'est le financement de la production de cette énergie renouvelable. L'autre point sur le financement, c'est aussi les approches en termes de coûts complets, qui sont très importantes et qui font écho aussi à la conclusion de Jacques Percebois d'aborder l'énergie en intégrant toutes les externalités, qu'elles soient négatives ou positives, mais vraiment de les intégrer directement. Merci infiniment, Catherine. D'abord, on voit que les objectifs pourront être tenus et que derrière, il y a des valeurs, en effet, une création de valeur très importante sur les emplois. Et on s'en réjouit, mais bravo d'avoir aussi repris ce sujet de l'acceptabilité
de voir comment y arriver. Je le fais un lien quand même aujourd'hui avec une acceptabilité plus complexe qui est celle des élections municipales et de la participation. Donc c'est pas parce qu'un élu vous soutient qu'il y a beaucoup de monde derrière lui, parce qu'il vient de... Donc on est à l'heure du numérique et je pense qu'il faut qu'il y ait l'acceptabilité aussi des réseaux sociaux à vos côtés. Je vais demander à Marc Guillaume, qui va m'excuser de venir sur scène aussi à nos côtés. Il est là. Marc Guillaume, est-il dans la salle? Je l'ai oublié de l'appeler tout à l'heure. Il nous rejoint. Il était économiste et écrivain. Il a écrit un livre sur les énergies ultra-vertes. Je m'excuse de l'avoir oublié. Mais je voyais un siège vide. Je me suis dit, j'ai dû faire un loupé. Mais vous êtes le bienvenu. Je vais par contre donner la parole d'abord, pardon Marc de vous avoir fait venir maintenant, à Philippe Chadéron pour être dans l'ordre d'EDF pour nous donner votre avis. On ne va pas parler du nucléaire, mais en effet des énergies renouvelables et de la mixité énergétique vue de votre part. Vous avez Absolument. La parole. Bonjour à tous. On peut passer aux transparences suivantes, s'ils sont dans le bon ordre. Encore un. Merci, et vous pouvez y aller. Donc moi, je vais vous parler en fait aujourd'hui de la trajectoire ENR électrique en France à travers les objectifs de la PPE. Voilà, vous les avez ici, le tableau ocre ou orange, c'est les objectifs officiels de la PPE. Et j'ai fait ajouter à droite le point de départ de 2017, date à laquelle à peu près la PPE a été au début, en tout cas construite. Ce qui est intéressant, c'est le point suivant. Je peux passer les transparents moi-même, hein, je crois. Voilà, ça a été trop vite. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le PV, le photovoltaïque, pardon, et l'éolien contribuent déjà beaucoup et vont contribuer énormément à partir du moment où on enlève l'hydraulique, qui est une donnée assez stable et massive. Dès qu'on enlève l'hydraulique, vous voyez que les chiffres du bas montrent que pour atteindre les objectifs de la PPE, on va s'appuyer à 98,5% sur éolien terrestre, éolien offshore et photovoltaïque. Donc ce qui est intéressant à partir de cette donnée, c'est de voir est-ce qu'on va y arriver ou pas et est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Sur la partie éolien terrestre, on reviendra sur l'offshore après, on peut avoir le sentiment en regardant les courbes bleues, donc j'ai fait des règles de 3, hein, c'est assez simple, qu'on n'est pas très loin d'être sur la trajectoire, puisque vous voyez qu'à peu près, si on dessine une courbe imaginaire sur le bleu, on n'est pas très loin. En réalité, quand vous regardez les 3-4 dernières années, donc depuis 2016-17 à peu près, on voit que la courbe se tasse pour des problèmes sur lesquels on reviendra juste après. Et en fait, quand on regarde ensuite maintenant à droite, en bas, on voit la part de chaque année, en fait, dans la progression en fait, attendue chaque année de l'éolien pour arriver à l'objectif 2023 ou 2030. Et on voit que cette part est beaucoup plus importante à partir d'aujourd'hui, hein, de 2021, que celle qu'on vient de vivre dans les années précédentes. Et quand on voit aujourd'hui le niveau d'acceptabilité locale, je dis bien local, et non pas national, de l'éolien, et on y reviendra du photovoltaïque, on est probablement très loin de pouvoir atteindre cet objectif. Alors pourquoi on a un débat de plus en plus... Alors je sais qu'il y a des Parisiens, beaucoup dans cette salle, et pour avoir des discussions fréquentes avec les Parisiens, je suis moi-même originaire de Paris, mais je vis en province depuis 25 ans. Il y a une perception très différenciée entre celle qu'on a à Paris et celle qu'on a en province, et je peux vous assurer que pour avoir une revue de presse quotidienne tous les matins, l'opposition face notamment à l'éolien, mais pas seulement, est massive, permanente, et que pour sortir un projet éolien aujourd'hui, il faut vraiment avoir beaucoup de chance, où vous verrez tout à l'heure dans les solutions que je vais proposer, y mettre énormément d'énergie pour convaincre les oppositions. Donc rapidement, ce sont des illustrations que vous connaissez bien. L'IB a fait un dossier complet il y a peu de temps à l'occasion des régionales où c'est devenu l'éolien un enjeu national sur le plan médiatique, avec notamment le Rassemblement national qui s'est emparé de ce sujet. Et je voudrais juste, si on a une minute, et si c'est possible, c'était prévu que vous puissiez cliquer sur la première minute de ce film qui s'appelle « L'éolien du rêve à la réalité », qui est un film qui a fait énormément de bruit dans les dernières semaines, qui a eu plus de 300 ou 400 000 aujourd'hui visions sur Internet. Alors je ne sais pas si vous pouvez le lancer en même temps que je parle, parce qu'il y a peut-être un peu de temps. Sinon, c'est pas grave. Le temps, on n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà, il me reste 20 minutes pour 3 personnes. Donc, bon, on va se passer du film, mais voilà, un phénomène incroyable. Un film d'1h30 sur l'éolien, entièrement à charge contre l'énergie éolienne, qui ne distille que des arguments de gens parfaitement opérants sur le sujet. Il y a des gens qui sont des experts, qui connaissent très bien le sujet, mais qui ne conservent strictement pendant 1h30
que 100% d'arguments contre l'énergie éolienne. Pas une fois on donne la parole en 1h30 à des gens qui sont favorables à son développement, pas une fois des gens qui sont opposés ont l'honnêteté intellectuelle de dire il y a aussi des arguments en faveur de l'énergie éolienne. Voilà, donc ça fait 400 000, déjà 300 000 vues quand j'ai fait le film, c'est aujourd'hui plus de 400 000, et c'est un carton énorme sur Internet, et ça dure 1h30, c'est pas juste un film de 3 minutes. Sur l'éolien offshore, c'est très intéressant parce que, vous savez, les opposants disent sur Terre c'est absurde, il faut en mettre en mer. Donc ça, on l'entend énormément. Et donc, voilà l'illustration. Réellement, la France a des atouts énormes. On a le deuxième potentiel européen en matière d'éolien offshore, en termes de potentiel de vent, hein, tout simplement, et en termes de plateaux continentaux disponibles. Et regardez les résultats. Sur la deuxième ligne, vous voyez aujourd'hui le nombre pas de fermes, de mâts éoliens offshore au Royaume-Uni, plus de 2200. En Allemagne, 1500. Au Danemark, aux Pays-Bas, etc., on est à plus de 300-400. En France, il y en a une, c'est un démonstrateur. Donc voilà, on part quand même de très très loin. Et pourtant, il y a une dizaine, la Creux a lancé des appels d'offres, il y a une dizaine de projets qui sont en route. Et pratiquement tous ces projets font face à nouveau à des vents de révolte, pardonnez-moi pour le mauvais jeu de mots. Et donc c'est extrêmement difficile de passer ces projets. Aujourd'hui, un territoire que je connais bien, la baie de Saint-Brieuc, il y a une opposition farouche des pêcheurs en particulier qui ont pris d'assaut la plateforme de forage pour installer les mâts dans cette baie, avec une mauvaise foi absolue, pardon, pour ceux qui les défendent, mais entendre des pêcheurs dire c'est scandaleux parce qu'on va abîmer la biodiversité sur quelques mètres carrés pour mettre du béton pour faire tenir ces pylônes et avoir des chalutiers qui draguent le fond des océans depuis des années, quelque part, ça peut paraître un peu choquant. Donc voilà la réalité, donc des oppositions très, 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 très fortes aussi pour l'éolien offshore, et surtout un nouvel alibi qui arrive, c'est que la technologie flottante est en train d'émerger sur le plan de la R&D. On arrive aujourd'hui à des résultats super satisfaisants, et du coup, les anti-éoliens offshore prennent appui vis-à-vis des projets actuels sur ces futures technologies flottantes pour dire que ce n'est pas la peine de se lancer dans des trucs qui ne sont pas bons pour l'environnement, puisque très bientôt, on aura du flottant. Donc à chaque fois, on recule, c'est de la procrastination permanente, et du coup, les retards s'accumulent. Sur le photovoltaïque, oui, dites-moi. Autant. Sur le photovoltaïque, donc je vais accélérer, on a un phénomène qui est encore plus marqué, puisque vous retrouvez la même courbe, moi j'ai fait les mêmes règles de 3 que tout à l'heure, avec une progression relativement importante depuis une dizaine d'années. Mais vous voyez le gap que la PPE prévoit de proposer pour 2023 et 2028. Et quand on regarde en bas à droite, les progressions, on voit bien que le gap est énorme en termes de croissance annuelle entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous devrions avoir à partir d'aujourd'hui, donc 2021 jusqu'en 2028. Donc là aussi, je ne vous apporte pas la réponse, elle se fait d'elle-même. Ça va être très difficile. Donc je vais aller très vite parce que vous connaissez, je pense, beaucoup mieux ces sujets-là. Mais il y a une espèce de paradoxe, hein, c'est le premier item. Pour arriver à ces objectifs, il faut des grandes surfaces. Les grandes surfaces font l'objet systématiquement de refus parce qu'elles sont en général prévues sur des terres non artificialisées et on peut comprendre ces refus. Donc voilà, on est un peu dans la situation du chat qui se mord la queue. En revanche, je pense que vous partagerez avec moi l'idée qu'on fait nos courses de temps en temps dans les grandes surfaces et on peut se demander pourquoi en France, les Carrefour, Auchan, Géant, etc. n'ont toujours pas mis de champs photovoltaïques, enfin de couverture photovoltaïque sur leur parking, ne serait-ce que pour alimenter les voitures électriques qui se développent à horizon 15 ou 20% du marché aujourd'hui. Donc on a quand même des questions à se poser. Donc je vais aller plus vite encore, mais vous voyez que l'opposition est très forte aussi, en particulier sur les grands projets sur le... Je vais passer sur le gaz parce qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui viennent de l'évoquer, et on se rejoint sur les problématiques d'acceptation. Donc rapidement, la conclusion. Je pense qu'on a tous intérêt à apporter, on est tous experts ici, du sens dans l'intégration des ENR. Quand je dis l'intégration des ENR dans notre paysage, c'est simplement légaliste, en respect des objectifs de la PPE. Bien entendu, tout ça doit se faire en complète cohérence avec l'existant aujourd'hui. Je ne vais bien entendu pas m'inscrire en faux par rapport aux interventions de M. Percebois ou de mon collègue Michael Gevray. On a besoin d'un mix nucléaire ENR, mais vous voyez bien là qu'on a posé le problème de manière absurde, c'est qu'on a commencé à dire on va réduire 14 centrales nucléaires, et en réalité on est totalement incapable de le faire. Donc je vous prédis qu'elles ne se feront probablement pas, ces réductions, parce qu'on n'aura pas atteint nos trajectoires, malheureusement, ENR.
Donc il y a plein d'idées, vous les avez lues, je ne vais pas développer davantage. Bien entendu, les solutions de stockage, bien entendu, la compatibilité entre le pilotable et le non pilotable, Jacques Percebois est largement revenu dessus. Et pour finir sur ce point, on a des contraintes, je le vis au quotidien, qui sont incroyables. La dernière en date, c'est sur la centrale nucléaire de Civaux, où Michael aurait pu en parler. On a un projet photovoltaïque sur le foncier de la centrale. Et bien, on a des complexités hallucinantes parce que les panneaux qui sont équivalents, les panneaux photovoltaïques, à tous ceux qui existent en France à 99%, ont un risque de reflet sur l'occurrence qu'un hélicoptère vienne se poser une fois tous les 2 ans juste à côté, et on nous refuse ces panneaux parce qu'ils sont réfléchissants. Donc voilà le niveau de contrainte auquel on est confronté aujourd'hui face au danger du réchauffement climatique qu'on vit tous et dont on est tous persuadés. Donc c'est pas gagné. Voilà. Merci de votre Philippe. attention. À nouveau, comme Catherine, cette grande difficulté sur l'acceptabilité aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe. Sur l'éolien, on le voit régulièrement dans la presse, mais on sent que demain, ça peut être un peu plus difficile aussi sur le photovoltaïque. Je vais donner la parole maintenant à Marc Guillaume. Alors, en théorie, il nous reste 15 minutes et vous êtes 3, ce qui fait peu par personne. Mais je rappelle qu'à l'ONU, il n'y avait que 2 minutes et demie par pays pour aller défendre les entreprises lors des préparations des COP. Donc, si vous pouvez tenir en 6 minutes, ce serait formidable. Je vais essayer. Merci infiniment. Très bien. Alors, pour l'essentiel, je commencerai par dire que la plupart, pratiquement la totalité de l'énergie vient du Soleil. Il faut vraiment chercher loin pour trouver des choses qui ne viennent pas du Soleil. L'énergie marémotrice, elle vient principalement de la Lune. L'énergie nucléaire aussi ne vient pas du Soleil. D'ailleurs, peut-être que la fusion, ça sera presque le Soleil sur Terre. Bon, donc tout est solaire. Et quand on dit énergie solaire, on pense surtout au photovoltaïque, parfois au solaire thermique. Mais il faut avoir bien conscience que c'est une manière de parler. On ne va pas la changer, mais quand même, je voudrais signaler ça. Énergie solaire pour l'essentiel. Et puis, je vais vous choquer sans doute, mais je vais dire que les énergies renouvelables, parce qu'on va laisser de côté les stocks, le pétrole, le gaz, le charbon, les énergies renouvelables, il n'y a pas du tout de rareté. Elles ne sont pas rares. Elles sont surabondantes. Et j'ai donné quelques chiffres qu'on pourra discuter, 90 à 300 watts par mètre carré, bon, ça dépend évidemment de la région, plus de 10 000 fois l'énergie que l'humanité consomme. Donc il n'y a pas de rareté du renouvelable. C'est la vision grandiose d'un très grand écrivain, d'un poète, qui a passé 10 ans à faire de l'économie. Malheureusement, les économistes l'ont rarement lu. C'est Georges Bataille, qui, dans La Parmodie, dit 2 choses. Premièrement, nous sommes voués à l'excès, et c'est l'excès, notamment l'excès d'énergie solaire, qui explique un certain nombre de civilisations, et notamment du capitalisme, qui a en quelque sorte remplacé l'émergence du végétal par la prolifération, je mets les guillemets, la prolifération osseuse des usines. Première chose, le problème, c'est l'excès. Comment dissiper l'excès? Et deuxième chose, comment penser, ça a été le premier penseur d'un développement, je vais l'appeler zen, pour faire référence à une intervention qui va avoir lieu tout à l'heure, d'une autre conscience de soi, disait Georges Bataille, au fond d'un développement qualitatif qui n'exclut pas une croissance matérielle, mais qui a pour fonction une sorte de réflexion, de pensée, d'avenir, d'un horizon spirituel au développement. Voilà mon premier slide. Alors, j'ai déjà consommé 3 minutes, je vais encore accélérer. Alors, qu'est-ce qui est rare? Il y a de la rareté quand même, sinon on n'aurait plus besoin de faire du pétrole et de l'énergie nucléaire. Non, la rareté, elle n'est pas du tout énergétique, elle est spatiale. Ce qui est rare, c'est l'espace. On ne peut pas mettre des éoliennes partout. On peut en mettre plus, et notamment des offshore et farshore, et sur les toits, mais l'espace est rare. C'est pour ça que cette énergie surabondante, on ne peut pas la capter, on ne peut pas l'utiliser, on peut la développer. Et pour la développer, il faut s'appuyer sur les territoires. Et chaque territoire a en effet un génie, ce que j'appelle un génie au sens de Chateaubriand,
Chateaubriand ou de Proust, un génie énergétique. Effectivement, la France, c'est le deuxième pays au monde par son espace maritime. Et donc son génie national, c'est le offshore. Et vous l'avez dit, mon prédécesseur l'a très bien dit, le maire de La Rochelle l'a dit ce matin, le offshore, quelle résistance. Et donc j'enchaîne sur le point suivant qui est la nuisance zéro n'existe pas. Hein, le risque zéro n'existe pas, tout le monde le sait, mais la nuisance zéro non plus. Et donc, on est menacé par le phénomène « not in my backyard ». Chacun veut à la fois les coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc et plus d'énergie. Alors c'est difficile, effectivement. Et effectivement, le flottant, c'est sans doute l'avenir. D'ailleurs, dans le grand programme de Biden en Californie, je ne sais pas si c'est ancré ou flottant, il y aura des nuisances, il y a des Californiens qui vont protester, mais je crois que les choses vont passer par évidemment, la négociation, la discussion, la compréhension. Et il faudrait que les écologistes, certains écologistes comprennent qu'il faut faire des compromis. Et surtout, pour faire ces compromis, il faut qu'ils pensent pas seulement à La Rochelle, pas seulement à la région, pas seulement à la France, pas seulement à l'Europe. Pensez au monde entier. Les changements climatiques, il n'est pas régional, il est mondial. Donc si on est capable de maîtriser du offshore, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour des pays qui vont pouvoir l'utiliser. Même chose pour le géothermique et pour les autres énergies. Et ça m'amène à mon troisième point. Je reste encore dans le... J'ai encore 2 minutes. Mon troisième point, c'est 2050. Regardez le tableau de 2050. Qu'est-ce que représente le G8 en 2050 ? Un peu plus d'1 milliard d'habitants. Les pays en voie de développement, l'Afrique par exemple, c'est 2,5 milliards. Eux, ils sont dans le film. Nous, on est dans le film par l'innovation. Notre devoir, justement, c'est pour ça que ça se rattache au maillon précédent, c'est d'accepter quelques nuisances pour pouvoir les exporter, pour pouvoir les donner. C'est-à-dire par l'innovation technique, mais par l'innovation sociale et culturelle. Quand on fait, par exemple, des bâtiments zéro neutre au niveau carbone, c'est bien, surtout si on peut l'exporter techniquement et surtout le savoir-faire d'acceptabilité sociale. Donc, arrêtons de faire des économies pour le plaisir de faire des économies. Faisons des économies pour le vendre et pour le donner éventuellement au reste du monde. Alors, dernière chose, décorréler carbone et croissance, ça a été dit. Il faut à la fois décorréler, c'est-à-dire qu'il faut que la croissance matérielle puisse se faire avec un niveau de carbone assez modeste, et en même temps, il faut que cette croissance s'appuie sur un développement culturel et social. Je n'ai pas le temps de développer cette vaste question. Dernière chose, j'ai oublié de dire en une phrase, arrêtons de penser RSE. D'abord, il ne faut pas trop penser par acronyme. C'est méfiance. Quand l'acronyme arrive, souvent la pensée s'enfuit. Le social, c'est très bien, j'ai rien contre le social. Mais si on croit à l'urgence du climat, mettons le climat en premier lieu. Mettons un ordre lexicographique. D'abord l'environnement, le social, c'est pas secondaire, mais c'est second. Je le dis pour les financiers dans la salle, il se trouve que je travaille un peu pour la Caisse des dépôts, le département croissance, un des services de croissance, et ils font RSE. J'essaye de leur dire non, environnement et le social en ordre lexicographique. Alors, troisième point, j'en ai pour 1 minute, la fin progressive des énergies noires, tout le monde le sait. Je voulais évoquer la compétition batterie-pile à combustible, parce que les batteries ont fait, ça a été rappelé ce matin, des progrès énormes. Très bien, mais les piles à combustible et les hydrolyseurs vont en faire, du moins je l'espère. Alors l'hydrogène, je finis sur une note d'espoir. L'hydrogène, il y a un spectre d'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est noir, il est produit industriellement à 95%. Alors après, on peut faire de l'hydrogène bleu, c'est ce que fait par exemple Air Liquide, c'est-à-dire qu'on capte le CO2, très bien. C'est très bien pour les Parisiens d'ailleurs, parce que du coup, avec Hype, ils n'ont pas de pollution. Mais l'hydrogène est à moitié verdi quand même. Puis il y a l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Et puis alors j'ai évoqué l'énergie ultraverte, ça c'est une passion personnelle, tout simplement parce que l'hydrogène, d'ailleurs il s'appelle hydrogène parce qu'il produit de l'eau, et moi je l'appellerais aussi électrogène parce qu'il finalement il produit de l'électricité. Et bien cet hydrogène électrogène, si vous le produisez, vous produisez de l'oxygène. Alors pour le moment, l'oxygène, on n'en fait pas grand-chose. Enfin, les hôpitaux en ont besoin. Mais ça ne fait pas quand même une production importante. On peut rêver un jour... Attention, là, je suis dans l'utopie. Là, j'essaye de faire du Elon Musk.
Peut-être que cet oxygène, on pourrait le réinjecter au fond des océans. Et donc, à ce moment-là, en utilisant des bus, des trains et des avions à hydrogène, vous pourriez sauver le fond des océans, ce qu'on appelle les dead zones, qui justement manquent d'oxygène. Merci. Merci Marc-Guillaume, merci infiniment de vos convictions. Je donne maintenant la parole à Alexis Gazeau, associé chez EY, pour nous donner les grandes tendances qu'il va y avoir sur les nouvelles capacités dans le renouvelable. Merci bien. J'ai combien de temps du coup? Parce qu'il y a aussi Eric Scotto, je crois. Vous êtes 2 sur 4 minutes, mais on va nous offrir généreusement quelques minutes de pause. Bon, merci, c'est gentil. On va essayer. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alexis Gazeau. Je vais rester dans une thématique globale sur les énergies renouvelables, moi aussi, en partageant quelques points de vue côté EY, ma société. Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis 2015, on a installé plus de 1 terawatt de capacité renouvelable. C'est-à-dire que chaque année, on installe à peu près 200 gigawatts. Ça augmente. On a eu une forte augmentation l'an passé. Là où les montants investis restent plutôt stables, c'est-à-dire environ 300 milliards par an, parce que le coût des technologies baisse. On en a parlé déjà ce matin longuement. Donc voilà, sur une période de 5-6 ans, ça fait quand même près de 2000 milliards de dollars qui ont été investis dans ces technologies. 80% des nouvelles capacités électriques mondialement sont du renouvelable aujourd'hui. On voit que cette dynamique, elle va se poursuivre très fortement. Lorsqu'on prend les chiffres de l'AIE ou autres, les projections, on s'attend à ce que les capacités renouvelables quadruplent d'ici 2040, avec une croissance qui sera très marquée sur le solaire. En fait, une grosse partie de la croissance se fera sur le solaire, qui va faire plutôt x8 sur la période. Et puis, géographiquement, ça sera essentiellement en Asie, parce que 50%, enfin plus de 50% de ces nouvelles capacités seront installées en Asie. Alors, bien qu'on installe aussi des centrales à charbon, on en a parlé, en Chine et dans d'autres pays d'Asie comme le Vietnam, c'est là où il y aura une très très forte croissance des renouvelables. On peut se poser des questions sur des pays comme l'Inde, qui ont un enjeu énorme et beaucoup de difficultés jusqu'à présent en termes d'infrastructure, de politique à traduire dans les faits ces projections. Mais en tout cas, voilà un petit peu la direction dans laquelle on s'inscrit, donc une très très forte croissance attendue des nouvelles capacités renouvelables. Alors on en a besoin, parce qu'effectivement, là aussi je reste sur des données de l'AIE. Si on veut décarboner le secteur de l'énergie, ça passe notamment par une décarbonation du secteur électrique qui doit être beaucoup plus marquée que ce que c'est aujourd'hui. Ce qui veut dire que chaque année, il faudra installer non pas environ 200 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables, mais plutôt 400-450 gigawatts chaque année. C'est un enjeu très important sur le plan financier. C'est vrai qu'il faudrait rajouter donc, sur la décennie à venir 2500, 3000 milliards de dollars en plus de ce qu'on fait déjà. Après, c'est à mettre en relation avec, si on prend juste, c'est un exemple, hein, mais les actifs sous gestion, globalement, aujourd'hui, c'est plutôt une centaine enfin, 100 000 milliards de dollars. Donc vous voyez que quand même, ça reste une petite somme comparativement par rapport à cet exemple-là. Donc on a un très gros enjeu finalement d'accélération de ce déploiement de renouvelables. Alors, il y a des bonnes nouvelles, des signes encourageants. L'un d'entre eux, ce sont les engagements politiques de neutralité carbone. Ça a été mentionné ce matin, je ne reviendrai pas dessus. Mais c'est également, on le voit, des engagements beaucoup plus forts des acteurs de l'énergie. Bon, EDF s'est exprimé, et je vais quand même leur redire à leur place l'objectif qu'ils ont, qui est de 60 gigawatts de capacité nette. Je crois que c'est du net, si je ne me trompe pas, d'ici 2030 en renouvelable. Enel, Iberdrola ont aussi des objectifs très très importants. Alors c'est intéressant le secteur des renouvelables parce que finalement c'est un secteur qui reste quand même très éclaté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même les plus gros du monde, donc les EDF, Engie, Enel, Iberdrola, ils n'installent jamais chaque année que 2-3% de ce qui est installé mondialement. Donc ça reste quand même très fragmenté. Mais on voit qu'en tout cas parmi les gros acteurs, il y a un rehaussement d'ambition qui est extrêmement fort, ce qui va se traduire par encore plus de M&A, encore plus de compétition pour du foncier, encore plus effectivement d'enjeux de financement et du coût du financement et de questionnement sur finalement comment est-ce qu'on arrive à augmenter autant les capacités en gardant les mêmes exigences de rentabilité. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais ça fera partie des questions. L'autre élément qui est intéressant, c'est l'arrivée des pétroliers. On voit que ce nombre de pétroliers, là aussi ça a été mentionné ce matin, je ne vais pas trop revenir dessus, mais se rendre compte que le vent a tourné et qu'il faut effectivement se diversifier dans l'électricité et notamment de l'électricité décarbonée dans le renouvelable.
Et donc, c'est assez marquant, parce que là, j'ai pris quelques exemples de certains pétroliers, où à l'échelle de Total, si Total arrive à cette ambition, et bon, vu les acquisitions qu'ils font ces derniers temps, ils sont plutôt bien partis, ça les placerait en deuxième position d'ici 2030 en termes d'acteurs, en termes de capacité renouvelable. Donc c'est assez marquant de voir effectivement cette arrivée massive des pétroliers qui se positionnent notamment sur l'offshore et avec effectivement des investissements qui étaient aujourd'hui de 2 milliards par an et qui là vont être beaucoup plus importants. Bon, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais aller très vite. Je voulais parler d'autres sujets de diversification, notamment de l'éolien offshore qui a déjà été abordé. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en 2015 encore, on parlait d'atteindre d'ici 2030 une compétitivité par rapport au nouveau nucléaire. On voit que l'éolien offshore a réussi cet effet d'échelle très rapidement, à passer ces baisses de coûts grâce à cet effet d'échelle. C'est plutôt prometteur pour d'autres technologies comme l'hydrogène. C'est un vecteur qui est porteur d'emplois. Ce sera mon dernier point, mais en tout cas les renouvelables, notamment l'éolien offshore, et les renouvelables en général, c'est un formidable gisement d'emplois local, d'emplois de services et aussi d'emplois industriels. Plus de 250 000 ETP d'ici la fin de la période de la PPE selon les projections qu'on a pu faire avec le SER, c'est-à-dire c'est très comparé avec le nucléaire, mais pour ça, il faut garder une position de first mover au niveau européen sur les technologies sur lesquelles on peut justement matérialiser ces emplois, à nouveau industriels ou de services. C'est très important que pour cela, on garde cette position qu'on a aujourd'hui, qui est une position plutôt avant-gardiste sur des sujets comme l'offshore ou comme l'hydrogène décarboné. Merci à tous. Merci, bravo. First is winner, n'est-ce pas? On va écouter maintenant Eric Scotto comme un dernier intervenant de cette table ronde. Si il est un... Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, c'est un déchirement pour moi de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'espère que vos travaux se passent bien. Je suis certain que autour de Myriam, vous avancez sur des sujets qui me sont très chers. Alors je remercie Myriam de m'avoir proposé quand même, malgré mon absence, de vous parler d'un livre qui m'est cher, d'un ouvrage collectif que nous avons décidé d'écrire il y a presque 2 ans maintenant. L'idée pour nous était à un moment clé. Vous savez, comme la période est propice au changement et depuis toutes ces années où vous travaillez sur la transition, les transitions, pour moi il était fondamental de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui et vous parler des énergies renouvelables pour les nuls. Alors non pas parce que vous avez besoin d'en savoir plus sur les énergies renouvelables, je suis certain que tous les participants à ce colloque sont des personnes aguerries depuis de nombreuses années à ce sujet, mais simplement parce que le sujet est de plus en plus important, monte dans l'opinion publique et malgré tous les derniers sondages qu'on a pu voir, que ce soit celui de l'ADEME, qui je crois a quelque chose de plus de 90%, donner des opinions favorables, voire très favorables aux énergies renouvelables. À chaque fois qu'on a un sondage depuis ces dernières années, on s'aperçoit que tout le monde est passionné par ce sujet. Et malgré tout, il y a une petite musique qui est permanente et qui commence à se développer dans l'opinion publique où certaines oppositions se mettent en œuvre contre les énergies renouvelables ou certaines énergies renouvelables qui stigmatisent toute l'attention des gens, comme l'éolien. Il nous semblait que si on en était arrivé là, c'est parce que, quelque part, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas une énergie renouvelable, il y a des énergies renouvelables. Ce sont des sujets parfois complexes. Et donc, c'est souvent par une méconnaissance, en fait, d'un certain nombre de sujets. Alors, on entend, ça ne se recycle pas, ça fait du bruit. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont en train de monter et qui, parfois, ne sont pas uniquement liés à la méconnaissance, mais parfois aussi liés à une certaine désinformation pour des raisons politiques ou idéologiques dans notre société. On s'est regroupé avec l'ADEME, les équipes d'Accio Énergie, les équipes de l'ADEME, et on a travaillé méthodiquement pendant presque 2 ans pour essayer d'adresser l'ensemble des sujets de la filière. Donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur la thématique centrale, c'est-à-dire ce qui va devenir le mix énergétique de demain. Aujourd'hui, la question n'est plus de se dire est-ce que les énergies renouvelables seront la norme demain? Non. Et vous en êtes tous convaincus, c'est une évidence. C'est simplement comment on va y parvenir. Quelles sont les énergies qui se distingueront par rapport à d'autres, comment ça s'intègre au cœur des territoires, est-ce que les citoyens peuvent devenir acteurs et non pas uniquement spectateurs de cette transition énergétique. Voilà un petit peu tous les sujets que nous avons voulu aborder collectivement dans cet ouvrage.
Alors comme je disais, ce livre est une collaboration avec l'ADEME, c'était fondamental pour nous. Et d'ailleurs, quand j'ai proposé à Arnaud Leroy de rejoindre cette collaboration, sa réponse a été absolument immédiate, puisque les énergies renouvelables, c'est vraiment l'affaire de tous, hein, et donc c'est une des missions de l'ADEME, hein, de promouvoir un nouveau modèle énergétique décentralisé et durable. C'était absolument clé pour nous que nous puissions aussi bénéficier du savoir-faire, de la connaissance depuis toutes ces années, des travaux de l'ADEME. Les équipes d'Accio qui au quotidien sont sur le terrain et font la promotion de ce modèle depuis presque 20 ans maintenant, plus celle de l'ADEME, ont donné en fait un résultat qui, j'espère, hein, et vous le verrez en lisant cet ouvrage, si vous avez l'occasion de le lire, vont nous permettre d'essayer de démêler le vrai du faux. Hein, puisque là était bien l'objectif, démêler le vrai du faux, expliquer, comprendre et faire un état des lieux. Qu'est-ce que sont devenus aujourd'hui les énergies renouvelables, ce futur modèle énergétique auquel nous allons devoir tous être confrontés pour le bien de nos territoires et des populations. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait anticipé un certain nombre de scénarios de prospective, et puisqu'on est fin août, vous verrez d'ici un mois et demi, le RTE, donc Réseau de transport électrique en France, devrait révéler en fait les scénarios sur lesquels notre pays en fait va s'engager dans les années à venir. Mon petit doigt me dit que quel que soit la scénario qui sera retenue d'ici un mois et demi, elle fera une place importante, voire très importante aux énergies renouvelables. Donc nous avons toutes les raisons de nous réjouir et d'avoir poussé ce modèle qui finalement est en train de devenir la norme. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet excellent ouvrage sur les énergies renouvelables? Bien entendu, on a essayé de faire un panorama des différentes technologies, hein, le solaire, l'éolien. Bien entendu, c'est un livre qui est assez français. Vous savez très bien que l'énergie, c'est un secteur et un sujet qui passionne les Français. Donc on fait un état des lieux du marché en France, un état des lieux bien sûr pour avoir des comparatifs du marché des énergies renouvelables en Europe. On va y parler d'innovation, hein, le solaire flottant, la green energy. Bien entendu, on va faire le lien avec la mobilité. La mobilité de demain, qu'on le veuille ou non, elle est électrique. Hein, donc on a essayé d'adresser la mobilité électrique directement, l'hydrogène, tout un tas de sujets de ce type. On ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans parler de digital, sans parler de réseaux intelligents. Et bien entendu, le nerf de la guerre, le financement des énergies renouvelables. Comment ce financement a évolué et pourquoi on a de plus en plus d'argent disponible pour ces secteurs. Les grands défis des ENR seront traités. La décentralisation, le stockage. Donc on parle de tout ça dans cet ouvrage, bien entendu. Il y a une rubrique assez classique hein, qui se retrouve dans tous les ouvrages, les 10 idées reçues sur les énergies renouvelables. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vrai du faux. Par exemple, la question, est-ce que les panneaux solaires, ou bien l'affirmation qui consiste à dire que les panneaux solaires ne peuvent pas être recyclés. Bah, c'est faux. Aujourd'hui, il y a un secteur entier qui se met en place pour recycler les panneaux solaires. Voilà, donc on a voulu essayer de toucher tous ces sujets. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables nous concernent tous. Et donc, bien entendu, on finit par qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau au quotidien, hein, pour s'engager dans cette transition énergétique. On peut investir, on peut participer, mettre de l'argent dans le site d'investissement participatif qui permettent au projet de se monter. On peut simplement changer de fournisseur d'électricité, choisir un fournisseur d'électricité durable, à partir d'énergies renouvelables, locales, c'est créer une nouvelle résilience, une nouvelle attractivité pour son secteur. Donc il y a tout un tas de gestes, il y a tout un tas de petites actions qu'on peut faire à notre quotidien, et puis le temps n'est plus uniquement aux petits pas, mais aussi aux grands pas. Donc je vous engage d'aller voir, et surtout d'essayer de pousser en fait ces idées auprès de vos familles, de vos amis, pour que d'ici quelques temps, finalement, on ne parle plus d'énergie renouvelable, mais tout simplement d'énergie.